Saipan s'approchait des côtes méridionales de Saipan. June. Le jour suivant, le Congrès américain déclara la guerre. 1944. La jungle retient son souffle. 3000 soldats japonais s'accroupissent sous les palmiers, le cœur battant, tandis qu'ils regardent les Marines américains trébucher vers l'arrière à travers la fumée. Cela ressemble à une retraite, chaotique, désespérée. Finale. Le lieutenant-colonel Tekashi Hyakushi saisit ses jumelles et crie un seul mot qui scellera leur destin. Banzai. Ce qui suit n'est pas une bataille, mais un piège si précis qu'il réécrivit les lois de la guerre. C'est le No Man's Land, et ce soir, nous découvrons comment les Marines américains transformèrent une fausse retraite en l'une des embuscades les plus meurtrières de l'histoire. Abonnez-vous pour plus d'histoires qu'ils ne vous ont jamais racontées à l'école. Juin 1944, la guerre du Pacifique s'était transformée en un monstre lent et implacable. Chaque île était un autre anneau dans la cage entourant le Japon, et Saipan se trouvait au centre même de cette cage. À peine 1500 mètres au sud de Tokyo, cet affleurement volcanique n'était pas seulement une autre cible, c'était la clé pour frapper les îles principales du Japon. Depuis Saipan, les bombardiers américains B-29 Superfortress pouvaient atteindre Tokyo pour la première fois. Celui qui contrôlait Saipan contrôlait l'avenir de la guerre et les deux camps le savaient. L'île elle-même était un cauchemar, falaises escarpées, corail déchiqueté et une jungle étouffante qui avalait les hommes entiers. Les Japonais avaient dépassé des mois à la fortifier, creusant des grottes, perçant des tunnels à travers la roche, transformant chaque crête en forteresse. Plus de 30 000 soldats attendaient l'invasion sous le commandement du lieutenant-général Yoshitsugu Saito, des hommes endurcis par des années de guerre en Chine et dans le Pacifique. Leurs ordres étaient simples. Mourir avant de se rendre? Pour eux, la mort au combat n'était pas une tragédie. C'était la transcendance. De l'autre côté de la mer, à bord de l'USS Rocky Mount, le lieutenant-général des Marines Holland Matt Smith étudiait des cartes éclairées par des lampes rouges. Il savait ce qui attendait ces hommes. Champs de mines, artillerie cachée dans les falaises, mitrailleuses déguisées en rochers. L'assaut direct serait un suicide, mais Smith avait appris quelque chose des campagnes précédentes à Guadalcanal et Tarawa. Les Japonais n'étaient pas imprévisibles, ils étaient fanatiquement cohérents. Ils suivirent le code Bushido, un credo guerrier qui glorifiait l'attaque et considérait la retraite comme honteuse. Ils ne se contentaient pas de combattre, ils poursuivaient. Cette faille était l'étincelle du génie. Si les Japonais ne pouvaient résister à charger quand ils sentaient la faiblesse, peut-être la faiblesse pourrait-elle devenir l'arme. L'état-major de Smith appelait cela de la folie. Il appelait cela des mathématiques. Les Marines ne se contenteraient pas de combattre à Saipan. Ils mettraient en scène une retraite, la rendraient suffisamment réelle pour appâter l'ennemi hors de ses bunkers, puis l'anéantiraient avec de l'artillerie prévisée et des tirs navals. L'idée était radicale, même hérétique. Chaque manuel disait « ne cédez jamais de terrain ». Mais Saipan n'était pas un manuel. C'était la gorge de l'Empire japonais. Et si transformer la retraite en tromperie pouvait sauver des milliers de vies américaines, alors Smith était prêt à prendre le risque. La scène était plantée pour l'un des pièges les plus audacieux de l'histoire militaire moderne. Un qui laisserait la jungle trempée de sang et changerait la guerre à jamais. Dans les salles de guerre humides à bord de l'USS Rocky Mount, le plan prit forme sous la lumière vacillante des lampes. Le général Holland Matt Smith rassembla son état-major et présenta ce qu'aucun manuel militaire n'avait jamais osé suggérer. Une retraite contrôlée, conçue pour ressembler au chaos. Les Japonais croiraient voir les Marines se briser quand en réalité ils entreraient dans un terrain de mort calculé au centimètre près. Toute l'opération dépendait d'une illusion fragile, ou la peur. Les officiers des Marines en débattirent avec ferveur. « Monsieur, la retraite va à l'encontre de tout ce pourquoi nous nous sommes entraînés », protesta un colonel. Smith ne discuta pas. Il se contenta de pointer une carte de Tarawa et dit « Alors ne mourrons pas de la même façon deux fois ». La salle se tut. Tous dans cette chambre au mur d'acier connaissaient les enjeux. Un assaut frontal coûterait des milliers de vies. Une tromperie, si elle fonctionnait, pourrait terminer le combat en une nuit. Mais si ne serait-ce qu'une escouade paniquée pour de vrai, cela se déroulerait en désastre. La planification était presque théâtrale. Chaque marine avait un rôle.
les fusiliers reculeraient par vagues échelonnées, laissant derrière eux des fusils, des casques et des caisses brisées pour vendre l'illusion de panique. Les mitrailleurs et les équipes de mortiers resteraient cachés derrière les lignes de crête, attendant le signal. Les artilleurs navals à bord des destroyers au large passèrent des nuits à calculer les trajectoires pour un appui d'artillerie qui devait atterrir avec une marge d'erreur de 30 mètres. Trop large et l'ennemi pourrait s'échapper, trop court et ils tueraient leurs propres hommes. Même les pièces d'artillerie supposées abandonnées étaient pré-sabotées, les canons déformés pour qu'ils ne puissent être utilisés contre les marines sans retraite. Chaque mouvement était chorégraphié pour paraître non scripté. Les soldats répétaient le faux désordre, apprenant à trébucher de manière crédible, à avoir l'air terrifiés sans perdre la formation. Les opérateurs radio créaient de faux bavardages de détresse pour vendre davantage l'illusion, tandis que les observateurs avancés enregistraient bas les coordonnées de tir déguisées en route de repli. C'était en partie plan de bataille, en partie pièce de théâtre et en partie expérience psychologique. Une qui testerait non seulement le courage mais la confiance. Le plus grand défi n'était pas les Japonais, c'était l'instinct humain de tenir sa position. Les Marines étaient formés pour combattre vers l'avant, pour ne jamais céder un pouce. Maintenant, on leur ordonnait d'agir comme des lâches devant un ennemi qui ne montrerait aucune pitié s'ils hésitaient. Mais Smith leur rappela la vérité plus large. Il ne s'agissait pas de fuir, il s'agissait d'appâter. Nous leur ferons croire que nous sommes brisés, dit-il à ses officiers. Et puis nous les briserons pour de vrai. Au moment où la flotte d'invasion s'approcha des côtes de Saipan, chaque détail était verrouillé. Nids de mitrailleuses cachées sous des filets de camouflage. Équipe de mortiers attendant derrière la deuxième ligne. Officiers de contrôle de tir naval prêts à faire pleuvoir l'acier sur des zones prévisées. Même les médecins répétaient où ramper quand la tromperie commencerait. C'était une opération si risquée que si les Japonais ne mordaient pas à l'hameçon, elle pourrait s'effondrer en massacre. Pourtant, les Marines étaient prêts. Ils avaient appris à combattre comme des mathématiciens, et bientôt ils apprendraient comment transformer la panique elle-même en arme. Le débarquement commença à l'aube le 15 juin 1944. 8000 Marines s'écrasèrent dans les brisants et le corail, se traînant sur des plages martelées par l'artillerie et les nids de mitrailleuses. Le ciel sentait la cordite et le sel. Les hommes attendaient à travers des vagues glissantes de sang et d'huile, les palmiers fouettant comme des poings aveugles. Centimètre par centimètre, les Américains prirent le rivage. Mais l'intérieur de l'île était un monde différent. Crêtes volcaniques, corail tranchant et tunnels percés dans la roche où les défenseurs japonais attendaient comme des vipères lovées. Le progrès se transforma en broyage. Chaque mètre coûtait des vies. Pendant 3 jours, l'avance rampa vers l'intérieur. La nuit apportait le pire. Des contre-attaques hurlantes, des assauts désespérés et fanatiques qui testaient même les marines s'endurcies. La doctrine japonaise privilégiait l'offensive et faisait honte à la retraite. Ils chargeaient avec des baïonnettes étincelantes et des corps empilés les uns sur les autres comme des vagues. Ces attaques avaient brisé des unités sur d'autres îles. Commandant après commandant avait saigné pour chaque crête. Le général Holland Smith observa l'arithmétique lente de la bataille et vit une opportunité dans le schéma. L'ennemi poursuivait la faiblesse perçue. Les renseignements rapportaient un eau de concentration près de l'aérodrome de Tanapag. Les interceptions radio laissaient entrevoir une contre-offensive coordonnée qui approchait. L'après-midi du 19 juin, le théâtre se répéta. Les ordres glissèrent le long de la ligne à voix basse. Commencer le retrait. Contrôler. Les Marines pratiquèrent toute la chorégraphie en plein jour. Reculer d'un pas, laisser tomber une caisse, laisser rouler un casque, feindre la panique sans briser la discipline. C'était un théâtre dangereux. Un faux pas et la performance devenait réelle. Les observateurs avancés marquèrent les coordonnées derrière la fausse ligne. Les marins sur les croiseurs calculèrent les nombres pour les solutions de tir. Les équipes de mortiers camouflèrent les positions dans le 2e niveau. Chaque mouvement était chronométré en secondes. De l'autre côté du ravin, les observateurs japonais regardaient à travers des jumelles et virent la scène que leur commandant désirait. Des soldats américains trébuchant, des armes abandonnées, une tête de pont semblant se défaire. Le lieutenant-colonel Tekashi Hayakushi lut le signal comme tout professionnel l'aurait fait. Retraite égale déroute, la déroute mérite la poursuite. Il ordonna la contre-attaque. Ce qui suivit fut le calcul humain prévisible de la guerre. La discipline cédant place à l'élan.
les premières formations tinrent, puis elles se brisèrent en course. Le champ s'éleva, un ancien cri de guerre poussant les hommes vers l'avant. Cette course était la charnière du piège. Pour les Japonais, c'était la victoire en mouvement. Pour les Marines, c'était le seul battement qu'ils avaient compté toute leur campagne. L'illusion de l'effondrement avait été parfaitement vendue. Maintenant, il ne restait plus qu'à laisser la géométrie du feu faire ce que la mise en scène avait invité, transformer la charge en massacre. À la tombée de la nuit le 19 juin, la jungle de Sepang respirait la guerre. La chaleur scintillait sur les crêtes volcaniques. La fumée pendait bas comme du brouillard, et le battement de cœur de la jungle s'accélérait à chaque pas de l'avance japonaise. Les hommes du lieutenant-colonel Hyakushi surgirent vers l'avant, criant leur cri ancestral « Banzai !» le mot déchirant l'air humide, tandis que des milliers chargeaient tête baissée dans ce qu'ils pensaient être un chaos en retraite. De leur point de vue, les Américains étaient finis, reculant en désarroi, laissant derrière eux de l'artillerie détruite, des boîtes de rations, même des brancards. L'illusion était parfaite, mais derrière cette illusion se cachait la géométrie. Les artilleurs des Marines avaient déjà calculé la portée de chaque crête, chaque sentier, chaque parcelle de terrain découvert. Des mortiers cachés étaient enterrés sous des frondes de palmiers, leurs coordonnées gravées sur des cartes plastifiées. Des observateurs accroupis dans des trous d'obus, radios pressés contre leurs casques, yeux verrouillés sur la ligne de silhouettes qui avançait. La jungle semblait retenir son souffle. Puis un seul sifflet perça la nuit. En un instant, tout le champ de bataille s'inversa. Les Marines en retraite se jetèrent dans la terre, fusils pointés et doigts stables. Les filets de camouflage se déchirèrent, des mitrailleuses Browning M1919, tandis que des rafales synchronisées déchiquetaient l'obscurité. La jungle explosa en son et lumière. Des flots de balles traçantes cousaient à travers les masses, qui chargeaient comme une pluie de métal en fusion. Les hommes qui avaient crié Banzai quelques secondes auparavant étaient maintenant des silhouettes, convulsant dans la lueur du feu. Les mortiers tirèrent ensuite. Des dizaines d'obus arquèrent au-dessus, chacun atterrissant avec une précision mathématique dans les groupes les plus denses d'attaquants. Les explosions roulèrent comme le tonnerre, transformant le sol de la jungle en tempête de terre, d'éclats et de corps déchirés. Hyakushi tenta de crier de nouveaux ordres, mais sa voix se noya sous le chaos. Ces hommes ne pouvaient ni avancer, ni reculer. Derrière eux, l'artillerie des destroyers navals commença à pilonner les crêtes, scellant chaque route d'évasion dans le feu. Sur l'USS Indianapolis, au large, les observateurs ajustèrent les cadrans de portée, tandis que les canons de 8 pouces du navire tonnèrent, envoyant des obus de 260 livres à terre. Chaque impact aplatissait les arbres et projetait les hommes dans les airs comme des poupées de chiffon. La vallée autrefois verte devint un paysage scintillant d'orange et de noir, les flammes léchant les bords des cratères étouffés de fumée. En quelques minutes, la retraite s'était transformée en anéantissement. Les Marines, qui avaient faim de la panique, bougeaient maintenant avec une efficacité impitoyable, fauchant les survivants, guidant les corrections d'artillerie, s'assurant qu'aucune brèche ne restait dans le mur de mort. Les formations japonaises, si disciplinées quelques minutes plus tôt, s'effondrèrent en fragments de confusion hurlante. Toute l'opération dura moins de 20 minutes. 18 minutes de violence chorégraphiée si exacte qu'elle défiait toute croyance. Au moment où le silence revint, le sol fumait de chaleur et de sang. Les Marines n'avaient pas seulement survécu, ils avaient réécrit les règles de la guerre d'embuscade moderne. Ce qui avait commencé comme une tromperie se termina en massacre. Et cette nuit-là, dans la jungle de Sepang, l'illusion de faiblesse devint la force la plus meurtrière que l'humanité ait jamais conçue. Ce qui se déroula en ces 18 minutes défia toute notion de combat traditionnel. Ce n'était pas une bataille, c'était des mathématiques. Un massacre écrit par des angles, du timing et des jauges de pression. La première vague de troupes japonaises n'eut jamais une chance. Ceux de devant se désintégrèrent sous les lignes entrecroisées de tirs de mitrailleuses. Ceux derrière trébuchèrent et tombèrent sur les morts, créant des goulots d'étranglement que les mortiers exploitèrent avec une précision impitoyable. Chaque explosion peignait la jungle en éclats d'orange et de blanc, une chaleur si intense qu'elle brûlait l'humidité de l'air. Le lieutenant-colonel Hyakushi tituba à travers la fumée, son visage strié de cendres, jumelles toujours serrées dans ses mains.
Il cria pour l'ordre, mais son commandement se dissolut en bruit. Des hommes hurlant, des fusils cliquetant, des membres arrachés des corps par les commotions d'artillerie. La doctrine du Bushido, de la mort glorieuse et de la charge sans peur, rencontra quelque chose qu'elle ne pourrait jamais résister. L'inévitabilité froide et conçue. Il le vide finalement alors. Les éclats de bouche parfaitement espacés, les arcs symétriques des éclats de mortier, les obus navals atterrissant à intervalles nets. Ce n'était pas le chaos, c'était le design. Quand Hyakushi tomba quelques instants plus tard, frappé par des éclats d'un obus naval, la volonté de ces hommes s'effrita. Certains tentèrent de ramper vers leurs lignes originales, mais la mer elle-même était devenue hostile. Les obus de l'Indianapolis et de la Nouvelle-Orléans marchèrent méthodiquement dans la vallée, fermant chaque sortie. D'autres se jetèrent dans des trous de renards ou tentèrent de creuser à travers la roche volcanique avec leurs mains. Quelques-uns continuèrent à charger, non par courage, mais parce qu'il n'y avait nulle part où aller. Le soldat Daniel Chen, accroupi derrière sa radio, regarda la ligne à travers des mains tremblantes. Il entendit des hommes crier en japonais, en anglais, dans des sons qui n'appartenaient pas au langage. Il relaya les corrections de tir avec une voix qui ne ressemblait pas à la sienne. 50 mètres à gauche, murmura-t-il dans le combiné, les yeux fixés sur l'horizon lumineux. Quand le prochain barrage atterrit, il tressaillit, mais ne détourna pas le regard. La vallée s'illumina à nouveau, un second soleil se levant et mourant en secondes. Quand les tirs s'arrêtèrent, finalement, le silence n'était pas un soulagement. C'était faux. La fumée dérivait sur un terrain qui ne ressemblait plus à la terre. L'air était lourd du goût métallique du sang et de la puanteur âcre de la cordite et du tissu brûlé. À travers la zone de mort, les corps gisaient en motifs géométriques qui reflétaient les diagrammes de tir dessinés des jours auparavant. C'était comme si le paysage lui-même se souvenait du plan. Les Marines bougèrent prudemment parmi les débris, baïonnettes fixées, s'attendant à des survivants ou des tirs de riposte. Il n'y en avait aucun. Le régiment japonais qui avait commencé la charge avec 3000 hommes était parti, oblitéré en moins de 20 minutes. Seules quelques dizaines restaient, beaucoup trop blessés pour parler, d'autres trop brisés pour comprendre ce qui s'était passé. Les pertes américaines totalisaient 43. Le ratio était stupéfiant, un marine mort pour 60 japonais. Mais les chiffres ne pouvaient quantifier ce que les survivants ressentaient en regardant la vallée. Le soldat Chen écrirait plus tard dans son carnet « Ce n'était plus la guerre, c'était une machine qui se nourrissait d'hommes. » Et, cette nuit-là, la jungle se refroidit, mais le sol fumait encore. Les officiers enregistrèrent les coordonnées et les comptes de pertes, avec la même précision qui avait créé l'embuscade. Les rapports l'appelleraient un succès. Les hommes qui survécurent l'appelèrent quelque chose d'entièrement différent. 18 minutes en enfer. À l'aube, la vallée était silencieuse sauf pour le crépitement des feux mourants. La fumée dérivait entre les palmiers comme du brouillard, portant la lourde odeur de carburant, de bois carbonisé et de chair. Le soleil se leva rouge sur Saipan, teignant tout d'une lumière maladive qui faisait paraître le sol vivant. Les marines s'avancèrent prudemment à travers ce qui restait du champ de bataille. Fusil levé bien qu'aucun ennemi ne bougeât. La jungle qui avait avalé des milliers de soldats japonais la nuit précédente se tenait maintenant immobile, noircie, brisée et silencieuse. Le général Harlan Smith arriva juste après le lever du soleil. Sa jeep s'arrêta à la crête qui surplombait la zone de mort. De là, la destruction ressemblait à de la géométrie sculptée dans la cendre. Les tas les plus denses de corps gisaient au centre exact du champ, le cœur du piège, tandis que des groupes plus petits marquaient les bords où quelques hommes avaient tenté de ramper. L'officier des opérations de Smith nota le motif à voix haute. Monsieur, c'est presque beau. » Smith ne répondit pas. Le mot n'appartenait pas là. Les médecins bougèrent parmi les morts, cherchant des survivants, bien que la plupart des soldats japonais avaient déjà fait leur choix. Beaucoup portaient des grenades serrées contre leur poitrine. D'autres s'étaient tranchés la gorge plutôt que de se rendre. Ceux qui respiraient encore refusaient souvent l'eau ou la morphine, choisissant le silence plutôt que la capture. Les marines s'endurcis par des années de combat se trouvèrent ébranlés. Et ils ne combattaient plus, murmura un caporal. Le rapport officiel des pertes listerait plus tard approximativement 2800 Japonais morts ou disparus. Les pertes américaines étaient à 43 tués et un peu plus de 100 blessés. Le ratio était sans précédent, une embuscade parfaite sur papier. Mais les chiffres ne pouvaient rendre compte de ce que c'était de marcher dans cette vallée.
La boue était si épaisse de sang qu'elle collait aux bottes comme du goudron. L'air bourdonnait de mouches avant midi. Le soldat Daniel Chen, le jeune radio-opérateur, errait en état de choc à travers le champ qu'il avait aidé à détruire, sa voix rauque d'avoir appelé les missions de tir. Il ne comptait ni victoire ni vengeance, seulement le bourdonnement dans ses oreilles et les visages vides qui fictionnaient le ciel depuis la terre. Quand les journalistes demandèrent un commentaire au général Smith, il regarda la jungle calcinée et dit simplement « Nous avons utilisé leur fierté contre eux ». Puis il se détourna. La déclaration parut dans les journaux comme un triomphe. Mais pour ceux qui avaient été là, cela sonnait comme une épitaphe, non seulement pour l'ennemi, mais pour quelque chose en eux-mêmes. Le piège à Saipan avait fonctionné parfaitement. Trop parfaitement. La victoire à Saipan fut décisive, mais elle n'en avait pas l'impression. Pour les Marines qui survécurent, le triomphe vint mêler de nausées. Dans les jours qui suivirent, des bulldozers traversèrent la vallée, poussant des milliers de corps dans des fosses communes. Les aumôniers murmuraient des prières sur la fumée et le silence, tandis que les mouches se rassemblaient en nuages si denses qu'elles ressemblaient à des ombres dérivantes. Les soldats qui avaient célébré la veille au soir travaillaient maintenant avec des visages vides, pelletant la terre sur ce qui avait été des hommes. Certains pleuraient silencieusement. La plupart ne disaient rien. L'esprit humain n'avait pas de compartiment pour ce qu'il venait de voir. Le général Smith reçut des médailles et des télégrammes de félicitations. Son retrait tactique innovant fut loué à Washington comme un coup de maître de la tromperie sur le champ de bataille. Mais les rapports aseptisaient tout. Il parlait d'efficacité, pas d'agonie, de chiffres, pas de cauchemar. Dans ses lettres privées à sa femme, le ton de Smith était différent. « Ils appellent cela intelligent », écrivait-il. Mais l'intelligence est un pauvre mot pour faire mourir les hommes de manière si prévisible. Ces mots n'atteignirent jamais l'œil du public. La fausse retraite devint légende presque du jour au lendemain. Les officiers du renseignement en firent une doctrine, rebaptisant l'horreur « Opération Faux Retrait ». Les manuels d'entraînement disséquèrent chaque détail. Le timing, l'espacement, la manipulation psychologique. Des diagrammes de la zone de mort apparurent dans les salles de classe à Quantico, où de nouveaux officiers tracèrent les schémas de tir d'artillerie, comme s'ils étudiaient une chorégraphie. Sur le papier, c'était parfait, les lignes nettes de la logique militaire. En mémoire, c'était une cicatrice pour les hommes sur le terrain. Les fantômes rentrèrent à la maison avec eux. Les mains du soldat Daniel Chen tremblaient encore chaque fois qu'il tenait une radio des années plus tard. Il ne pouvait supporter le son de la statique. Cela lui rappelait les missions de tir, les coordonnées chuchotées entre les cris. D'autres survivants rapportèrent se réveiller au milieu de la nuit aux explosions fantômes ou à l'écho de ce sifflet unique qui avait transformé la retraite en mort. Certains buvaient, certains priaient, certains ne parlèrent plus jamais de Saipan. Pour les historiens, l'embuscade marqua un tournant dans la guerre du Pacifique, le moment où la tromperie et la psychologie remplacèrent la force brute comme l'arme la plus tranchante de l'Amérique. Mais pour les hommes qui avaient été là, Saipan était la preuve d'une vérité plus sombre, que la guerre récompense ceux qui peuvent supprimer leur humanité le plus longtemps. La vallée qu'ils laissèrent derrière eux n'était pas seulement un champ de bataille. C'était un avertissement, une démonstration de comment l'intelligence peut devenir indiscernable de la cruauté une fois que les chiffres commencent à avoir un sens. Saipan en était un, mais quelque chose en chaque homme qui y combattit resta perdu. Dans les mois après Saipan, la tactique qui avait commencé comme un pari désespéré évolua en procédure opérationnelle standard. Les commandants à travers le Pacifique étudièrent les rapports de la bataille avec la révérence habituellement réservée aux écritures. L'expression « retrait contrôlé » entra dans le vocabulaire des Marines, sa signification à la fois brillante et sinistre. À Tinian se fut répété, à Peleliu raffiné. À Okinawa, c'était devenu un art. Un piège invisible posé non avec du fil barbelé, mais avec la psychologie humaine. Même quand les commandants japonais apprirent le piège, ils ne purent y résister. Le conditionnement culturel était plus fort que la prudence. Pour eux, la retraite était un déshonneur, un échec personnel qui exigeait une réparation immédiate par l'attaque. Les stratèges américains exploitèrent cet instinct impitoyablement. Chaque faiblesse apparente était un appât, chaque mouvement calculé pour manipuler le sens de la fierté de l'adversaire. Ce que Sun Tzu avait écrit 2000 ans plus tôt. Fin le désordre et frappe-le renaissait à travers les fréquences radio, les grilles d'artillerie prévisées et la coordination navale.
L'ancienne tromperie de la fausse retraite avait trouvé sa forme mécanisée moderne. Mais la victoire portait un prix qu'aucune statistique ne pouvait mesurer. Les Marines qui avaient même survécu à Saipan rentrèrent tous chez eux au défilé, médailles et applaudissements creux. Certains souriaient pour les caméras, d'autres regardaient à travers elles. Les archives officielles appelèrent cela un chef-d'œuvre tactique. Les vétérans l'appelèrent la nuit où la jungle cria. Ils ne pouvaient secouer l'odeur de terre brûlée ou la vue d'hommes courant vers la mort croyant avoir trouvé la gloire. Pour eux, Saipan n'était pas une légende. C'était une blessure qui ne guérit jamais complètement. À la fin de la guerre, les leçons de la tromperie s'étaient répandues au-delà du Pacifique. Les armées à l'est comme à l'ouest disséquèrent Saipan comme preuve que comprendre l'esprit de son ennemi était aussi mortel que n'importe quelle arme. Les États-Unis avaient prouvé que la peur et la fierté pouvaient être conçues comme des munitions. Pourtant, dans ce triomphe résidait un paradoxe. Plus la guerre devenait efficace, moins elle semblait humaine. Aujourd'hui, la jungle de Saipan a repris la vallée. Les lianes drapent sur les casques rouillés, et le vent fredonne doucement à travers les trous d'obus qui rugissaient autrefois de feu. Les touristes marchent sur le sol où 2800 hommes moururent en 18 minutes, ignorant qu'ils foulent un cimetière façonné par l'intellect, non la rage. Les plaques décrivaient la stratégie, vaut pas l'écrit. À la fin, la fausse retraite n'était pas seulement une manœuvre, c'était un miroir. Il montra jusqu'où l'humanité irait pour surpasser sa propre moralité. Les Américains gagnèrent Saipan. Oui, mais sous la victoire, quelque chose de fondamental fut perdu. La croyance que la guerre pouvait encore avoir de l'honneur. Quand la jungle respira à nouveau, elle exhala fumée et silence. Et les fantômes de 3000 hommes qui coururent vers ce qu'ils pensaient être le triomphe, ne sachant jamais qu'ils étaient déjà dans les mâchoires du génie.